Le 3 juillet 1423 naquit Louis, le fils aîné de Charles VII. Le dauphin écrivait dans une lettre destinée à tout son royaume. Notre Seigneur, par sa clémence, avait délivré sa très chère et très aimée compagne d'un très beau fils. À cette époque, la France est alors en pleine guerre de 100 ans. Dès le lendemain de sa naissance, Louis fut baptisé en la cathédrale de Saint-Étienne et reçut pour marraine Catherine de Lys-Bouchard et pour parrain le duc d'Alençon, le gentil duc de Jeanne d'Arc. Le 31 juillet, les troupes françaises sont écrasées à la bataille de Cravant. Charles VII prend peur et décide alors d'envoyer son fils unique en sûreté à Loches, jugé plus sûr que Bourges. Louis fut élevé comme un petit noble de campagne, et non comme un fils de roi. Le royaume manquant de moyens, on raconte même que parfois on avait du mal à payer l'épicier ou le boucher. Pour assurer son éducation, Louis avait comme précepteur Jean Majoris, un jeune prêtre maître en art et en loi. Le prêtre lui apprit les matières scolaires classiques, mais aussi à se comporter comme un bon roi et à être humble et pieux. Louis était un élève brillant. Curieux de tout, il était notamment passionné par l'histoire. Il lut de nombreux bréviaires sur les rois et divers autres personnages européens. Lorsqu'il ne travaillait pas, il observait les travaux des paysans et artisans, et parlait avec eux. C'est sans doute là qu'est né son goût pour la simplicité et son aversion pour le luxe. Son précepteur lui avait bien fait comprendre que le roi n'est que le lieutenant de Dieu sur terre, et qu'une fois au ciel, il est l'égal des pauvres, et devra un jour répondre de ses actes devant l'Éternel. En 1435, le traité d'Arras mettait fin à la guerre entre la France et la Bourgogne. Louis put alors revenir auprès de sa famille, installée à Amboise. Il fit connaissance avec ses frères et sœurs, sa mère et son père. Le train de vie était plus luxueux et l'atmosphère plus heureuse qu'à Loches. Le 25 juin 1436, à 13 ans, il se maria avec Marguerite d'Écosse, la fille du roi d'Écosse, qui n'avait alors que 11 ans. Ce mariage devait renforcer l'alliance franco-écossaise contre la perfide Albion. Les retrouvailles entre le père et le fils ne sont pas roses. Louis trouve son père mou et lui reproche de ne pas être entré dans Paris, récemment libéré par Dunois et Richemont, le 17 avril 1436. Louis fit ses premières armes en juin 1437. Il délivra Château-Landon seulement 3 jours après son arrivée. La forteresse était assiégée depuis plusieurs jours par le comte de la Marche. Une fois la forteresse délivrée, Louis fit exécuter tous les prisonniers. En 1438, il prit Montereau, et à la surprise générale, il demanda la grâce pour les soldats anglais, ne tuant que les soldats français ayant trahi leur patrie. L'année suivante, son père le nomma gouverneur du Languedoc. La région était en proie à des troubles entre nobles, et des bandes de pillards sillonnaient les routes de la province. Louis réussit à acheter le départ des bandes, et grâce à l'appui du comte de Foix, il réussit à imposer son arbitrage et à mettre fin aux querelles des nobles. Fort de son succès, Louis demanda la gouvernance du Dauphiné qui lui revenait de droit en tant que dauphin. Son père lui refusa et l'envoya dans le Poitou. À mesure que le temps passait, les relations entre le père et le fils se dégradaient. Louis reprochait notamment à son père de délaisser sa mère pour sa maîtresse Agnès Sorel. Il trouvait son père mou, et lui reprochait surtout de ne lui pas avoir donné assez de pouvoir. C'est pour toutes ces raisons que Louis participa à la praguerie de 1440. La praguerie était une révolte nobiliaire provoquée par la création d'une armée royale permanente. Les nobles voyant là l'affirmation du pouvoir royal à leurs dépens. Louis y vit une occasion de prendre le pouvoir. Les nobles avaient pour projet de mettre Louis sur le trône à la place de son père. La révolte commença en février 1440 et fut tout de suite écrasée par le connétable de France Richemont. Charles pardonna à son fils, mais Louis dut néanmoins s'excuser et paraître aux yeux des gens comme un fils soumis. Cette expérience peu glorieuse apprit néanmoins à Louis l'esprit des grands féodaux. Désormais, il ne faisait guère d'illusions sur la mentalité humaine. Cela renforça son caractère déjà cynique et solitaire. Après cet épisode, Louis participa aux dernières batailles de la guerre de 100 ans. Le 19 septembre 1441, Louis s'empara de Pontoise. Un an plus tard, il prit Dax. Après ses succès, Louis fut chargé de rompre le siège de Dieppe. Le général anglais, John Talbot, avait fait construire une bastille remplie de canons, ce qui empêchait tout assaut. Le 12 août 1443, Louis donna l'ordre de monter à l'assaut et de détruire la bastille. La bastille fut détruite peu de temps après l'attaque,
et le blocus définitivement rompu le 15. Le général Talbot fut fait prisonnier. Louis avait capturé le meilleur général anglais. Le prestige militaire de Louis était alors à son zénith. Après un bref retour dans le Languedoc, pour calmer le comte d'Armagnac, Louis fut chargé d'envoyer les mercenaires écorcheurs en Suisse. En 1444, avait été signée une trêve entre la France et l'Angleterre. Ne sachant quoi faire des écorcheurs enrôlés dans l'armée, Charles VII décida de les envoyer sous la direction de son fils en Suisse pour aller aider le duc d'Autriche aux prises avec certains comtes en Suisse. Louis commandait donc une armée de plus de 25 000 mercenaires, qui n'avaient pour but que la richesse et le pillage. Le 26 août, Louis remporta la bataille de Pratteln et réussit à faire lever le siège de Zurich. Le duc d'Autriche, qui avait promis à Louis des cantonnements en Alsace, ne tint pas sa promesse. Le dauphin décida donc de prendre des villes en Alsace lui-même. Mais malheureusement pour lui, il fut blessé au siège de Damsbach. Son père, qui avait peur pour lui et ne voulait pas se griser avec le duc, décida de rappeler son fils auprès de lui. De nouveau à la cour, Louis s'ennuyait. Tout l'énervait. Le faste, le luxe, les dames de compagnie. Louis aimait la simplicité et ne supportait pas la cour. Il y préférait la chasse, son grand plaisir. En 1445, sa femme Marguerite mourut. Louis n'en fut pas attristé, car il lui reprochait de ne pas faire assez d'héritiers et d'écrire trop de poésie. Après ce triste événement, Louis tenta un nouveau complot contre son père, mais il fut dénoncé par les proches du roi, mais pardonné par son père. Désormais, plus rien ne retenait Louis à la cour. Sa femme était morte, et les relations avec son père étaient dans la même situation. Son père décida de l'exiler 4 mois au Dauphiné, mais Louis décida d'y rester plus longtemps. Il y arriva au début d'année 1447. Maintenant gouverneur général du Dauphiné, il avait carte blanche pour choisir son gouvernement. Il allait s'entourer de petits nobles et de bourgeois, qui pour certains le serviront lors de son règne. Jean Bourré, qu'il fit secrétaire, Jean de Lesquin, qu'il nomme maréchal du Dauphiné, Humbert de Batarnais, son chambellan, et bien d'autres. La première chose qu'il fit est de visiter son territoire. Il fit connaissance avec son peuple, les problèmes qu'il rencontre, et observa les différents travaux effectués dans la province. En février, Louis prend ses premières décisions. Sa première préoccupation est de soumettre la noblesse pour gouverner sans obstacle. Il force les nobles à rendre hommage au gouverneur, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Il leur interdit les guerres privées, les força à le servir avec leurs gendarmes à leurs frais, et les obligea d'accepter toutes ses décisions. Bref, il mettait fin au régime féodal et prônait véritablement le pouvoir. Il développa également l'économie. Il fit construire et réparer des routes, imposa de nouvelles taxes douanières, créa des foires à Gap, Briançon, Montélimar et Valence. Et dans cette dernière, il fit même construire une université. Pour définitivement asseoir sa puissance, il créa une armée permanente, de 5 compagnies et quelques compagnies d'arbalétriers. Le Dauphiné devenait un véritable petit État. Louis menait d'ailleurs sa propre politique extérieure. En 1451, il épousa Charlotte de Savoie contre l'avis de son père. En 1456, exaspéré par le comportement de son fils et enfin délivré de la menace anglaise, Charles VII décida d'envoyer une armée dans le Dauphiné pour ramener son fils à la cour et lui confisquer son apanage. Malgré l'arrivée de l'armée, Louis réussit à s'enfuir. Et pas n'importe où, à la cour de Bourgogne. Le puissant duc, ennemi de la France, voulait tirer parti de la situation. Il devenait l'arbitre des querelles familiales, et Louis fera un bon otage si jamais les choses tournaient mal entre lui et le roi de France. En apprenant que son fils logeait chez le duc de Bourgogne, Charles VII aurait dit « Le duc de Bourgogne loge un renard qui lui mangera ses poulets ». Louis fit la connaissance du fils du duc, le comte de Charolais, le futur Charles le Téméraire. Louis était plus vieux de 10 ans. Il se comportait comme un grand frère avec Charles. Il écoutait ses confidences et étudiait son caractère. Il décelait chez ce jeune prince un caractère chevaleresque, ambitieux, rêveur, mais aussi enclin de grandes crises et de colère. Le 22 juillet 1461, Charles VII mourut. Louis se décida alors enfin à rentrer en France pour s'y faire sacrer roi. Louis n'assista pas aux obsèques royales de son père à Saint-Denis. Même dans la mort, le père et le fils étaient irréconciliables. Partant pour Reims, il se fit escorter par 4000 cavaliers bourguignons et Philippe le Bon.
Le duc profita de ce voyage pour étaler ses signes de richesse et impressionner le petit peuple. Mais surtout, il croyait impressionner Louis. Il n'en était rien. Ce dernier restait indifférent à cette opulence, mais était tout de même bien content que son oncle, comme il l'appelait, assurât tous les frais. Louis fut couronné le 15 août 1461, à 38 ans. Il devenait alors enfin Louis XI, roi de France, par la grâce de Dieu. Le duc de Bourgogne était soulagé. Il pensait que Louis le tenait en de bonne grâce. D'ailleurs, c'est le duc lui-même, lui qui s'était allié un temps avec les Anglais, qui posa la couronne sur la tête du roi. Qu'aurait dit la pucelle d'Orléans en voyant ce triste spectacle?